18h40, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec notre ami policier Jean-Christophe Couvi, Eric Revel, Louis de Ragnel, et on accueille avec plaisir Frédéric Ploquin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste des questions de police. D'ailleurs, votre dernier livre, c'est Les réseaux secrets de la police. Et puis spécialiste des questions de drogue, de trafic de stupéfiants. Vous signez aussi un excellent papier dans Paris Match de cette semaine sur Mohamed Amra, le profil de cet homme surnommé la Mouche, et dont l'évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Avant d'évoquer ça, le narcotrafic, j'aimerais juste vous faire écouter un reportage qui a été tourné par Antoine Estève à Bordeaux. Une ville, a priori, on se dit, c'est pas une plaque tournante de la drogue. Et pourtant, le crack a fait son irruption, a fait son arrivée dans les rues de la ville, et ça gangrène un certain nombre de quartiers. Explication de Juliette Sadat et donc Antoine Estève. Des règlements de compte entre bandes rivales, un point de deal au milieu des touristes du quartier historique et des personnes qui consomment des drogues sur le trottoir. Des habitants et des commerçants du quartier Saint-Paul de Bordeaux estiment que la situation s'est aggravée. Selon eux, les incivilités et les agressions sont quotidiennes. Je me retourne, je ne prends plus du tout les escaliers, je prends les rampes, parce que je ne me sens pas du tout en sécurité, ça c'est certain. Et d'autres personnes ont vécu des choses dramatiques, donc je fais encore plus attention. Ils sont très agressifs, ils font énormément de bruit la nuit, ils dorment la journée, on ne les dérange pas, on les laisse dormir. Après une première alerte au début de l'année dernière, la mairie a mis en place des passages plus fréquents de la police municipale, une dizaine de rondes tous les jours. La police passe, elle a encore passé hier soir, il les laisse faire. Donc il faut surtout arrêter le laisser aller. Voilà, c'est prendre des décisions, c'est rendre impossible la stagnation de marginaux, toxicomanes, dealers à certains endroits. La police nationale aussi a renforcé ses effectifs dans Bordeaux, mais les moyens ne semblent pas suffisants, notamment pour le suivi des affaires, selon Jérôme Burny d'Unité Police. Les collègues qui interviennent sur le terrain, eux, interpellent tous les jours. On a du flagrant délit qui est traité tous les jours. Le stupéfiant, c'est un problème national, pas forcément qu'à Bordeaux. Donc le bleu dans la rue interpelle beaucoup de personnes. Et derrière, il faut un suivi judiciaire. Et là, sur le centre à Bordeaux, on est une équipe de 8 fonctionnaires. Et ils ne peuvent pas traiter tout le judiciaire. La consommation de crack connaît une forte croissance dans le centre-ville. Plusieurs sources associatives affirment que cette drogue est de moins en moins chère et que les revendeurs préfèrent travailler impuniment au milieu de la population et des touristes dans un quartier animé. Frédéric Ploquin, j'imagine que vous n'êtes pas surpris, mais le crack, on pensait que c'était le nord de Paris, voilà. Mais en fait, non, c'est partout. Il vaut mieux d'ailleurs vendre le crack là où il y a du monde qu'en race campagne. Parce qu'en race campagne, on est bien d'accord. Je ne veux pas les lapins venir courir après pour avoir une dose. Okay. Mais vraiment, le crack, c'est pour ça que ça se situe et ça s'enquiste systématiquement en plein milieu des villes. C'est vraiment très spécifique, le crack. C'est la drogue du pauvre, on va dire. Ceux qui en prennent en général sont complètement à la ramasse, même probablement... Ils ont coupé tous les liens sociaux la plupart du temps. Moi, j'ai essayé d'en approcher quelques-uns. Je vous garantis, c'est pas facile. Ce sont des gens en dérive totale et à l'abandon. Donc la police, ils la voient même pas. Je veux dire, la seule chose qu'ils voient, c'est la prochaine dose. Mais vraiment, et ils sont prêts même à se prostituer éventuellement pour avoir la prochaine dose. Pour vous dire que le passage d'un car de police et d'une voiture de police, pour eux, ça ne change strictement rien. Donc c'est un cas vraiment très spécifique et on a ça. Effectivement, pas uniquement. On a signalé des points de crack à Alençon. On a signalé. C'est pas que dans le nord de Paris à Stalingrad. Ça, c'était vrai il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est une drogue du pauvre qui s'est, comme d'ailleurs l'héroïne aussi. Et qu'est-ce que ça représente oui, mais je répète, ça concerne des cas sociaux quand même. Frédéric, qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble de la consommation? Le crack. Voilà, pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la cocaïne, les drogues de synthèse? Si vous voulez, dans le paysage, le cannabis, l'herbe sont largement répandus, le plus largement répandu. Et puis, effectivement, la drogue qui a progressé le plus ces 15-20 dernières années, c'est la cocaïne. Tout simplement parce que les produits qui la produisent en déversent des quantités colossales sur le territoire français. Les pays qui la produisent en masse, on va dire. Et que la France, enfin l'Europe et la France en particulier, sont devenus... il y a une dizaine d'années, on va dire, des nouvelles cibles privilégiées des cartels latino-américains, puisqu'ils avaient déjà largement saturé le marché nord-américain, où il n'y avait plus, en gros, de parts de marché à gagner. Alors que chez nous, oui, il y avait des parts de marché à gagner. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est une multinationale criminelle qui dirige cela. Le crime organisé cherche l'argent, cherche des parts de marché, réfléchit et s'appuie sur un certain nombre de petites PME locales qui, elles, sont gérées comme des PME, à part qu'on ne respecte pas le droit du travail, qu'on avance à la schlag, et que si on carotte, entre guillemets, le gérant et le patron, on finit à la cave et on se fait taper dessus, on se fait couper un doigt, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait des PME ordinaires, parce qu'il y a des règles un peu particulières, mais normalement, c'est comme ça que ça fonctionne.
Avec aussi de l'argent, comme on n'en a jamais vu, des flots d'argent qui se déversent sur notre pays, au point que le procureur de la République de Marseille, il y a quelques jours, alertait sur la corruption d'une partie, parfois de la police et du système carcéral. Écoutez, juste ce qu'il a dit, c'est très rapide, et puis on va réagir avec vous aussi, Jean-Christophe Couvi. Sur cette corruption de basse intensité, il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession avec l'administration pénitentiaire. On sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives. Et chaque personne a un prix et les moyens de ces personnes sont quasiment infinis. Donc oui, on essaie de réagir et de mettre en œuvre des actions proactives, mais on voit effectivement une augmentation de la corruption. Pour Nicolas Besson, procureur de Marseille, c'est il y a quelques jours, chaque personne a un prix, Jean-Christophe Couvi, dit-il. Oui, terrible. L'humain est comme ça, quand votre Dieu c'est l'argent, et quand vous avez des crédits illimités, effectivement, chaque personne peut avoir des failles. Et puis il y a des gens qui ont une probité, qui refusent parce qu'on a le métier, on aime ça et on ne nous achète pas. Et d'autres qui peuvent malheureusement, parce qu'ils ont un souci dans leur vie à un moment donné, parce qu'ils ont une petite faille justement, les trafiquants connaissent, rentrent dedans et s'engagent. Et après vous appartenez à un réseau et c'est très compliqué d'en sortir. Et aujourd'hui, sans la corruption, il n'y a pas de trafic. Ça, c'est la loi universelle. C'est comme ça. Aujourd'hui, 80% de l'entrée des stupes, ça se fait dans les ports et aéroports. Et donc, on le sait. Donc, vous achetez des douaniers, vous achetez des dockers, vous menacez les familles aussi, des fois. Et il faut le voir. Moi, alors, bien sûr, je vois, ils critiquent les agents pénitentiaires. Il peut y avoir de la corruption. Mais il y a aussi des collègues de la pénitentiaire qui n'ont pas le choix que d'acheter la paix sociale. Et c'est toujours un équilibre. Vous êtes sur un équilibre, en fait. Dans une prison, c'est un volcan. Voilà, il peut être calme, il peut d'un seul coup, ça peut être éruptif. Et quand vous n'avez pas assez d'effectifs, vous n'avez pas assez de moyens humains pour gérer justement des prisonniers où on est en surpopulation carcérale, parce qu'on n'a pas construit assez de prisons. Hein. C'est pas parce qu'on envoie plus de gens en prison, c'est qu'en fait, on n'a pas construit assez de prisons. Et surtout, on le dit, il le répète, quand la sentence tombe, c'est trop tard dans le parcours criminel. Donc forcément, les sanctions sont plus importantes parce qu'en fait, elles arrivent beaucoup plus tard dans l'évolution criminelle. Justement, Frédéric Ploquin, vous signez dans Paris Match un portrait extrêmement fouillé de Mohamed Amra, l'ennemi public numéro 1. Il y a 15 jours pile, son évasion a provoqué la mort de 2 agents pénitentiaires. Vous dites c'est un touche-à-tout. Un cambrioleur de supermarché un jour, soupçonné d'apporter de la cocaïne le lendemain, il a grandi sous les radars. Comment ça se fait qu'on n'ait pas mieux compris qui était cet individu? C'est vraiment la caractéristique du trafic, du narcotrafic en France. C'est que ça produit des monstres à l'appel, mais on ne les voit pas venir. Parce qu'en fait, ils vont très vite. Et je veux dire, quand on traitait du grand banditisme il y a 30-40 ans, on avait un bottin. Les policiers avaient un bottin mondain des grands voyous, par ordre alphabétique, avec l'adresse, le nom de leur épouse, de leur maîtresse, de leur bar préféré. C'était relativement simple. Quand il y avait un braquage de banque, on se mettait devant chez eux, on regardait. C'était assez simple. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le narcotrafic engendre ce type de monstre, c'est-à-dire des personnes qui passent comme ça en moins de 2 ans du braquage d'ordinateurs dans un supermarché au fait de vouloir commanditer un assassinat au fin fond de l'Espagne à partir d'une cellule de prison à la santé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de montée comme ça en flèche et en puissance. Et l'administration pénitentiaire n'a pas le temps de jauger la personne. La justice n'a pas le temps de faire le point parce que vous avez une enquête qui a démarré à Marseille, une autre qui a démarré à Rouen, une autre à Évreux, peut-être une autre à Paris. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire le point et de fixer, de jauger ensemble d'un commun accord la dangerosité du personnage. Et il l'est déjà, et il explose en vol, il explose devant vous, devant vos yeux, avant même que vous ayez compris que c'était quelqu'un qui était extrêmement dangereux. Mais on était en train de le comprendre. Il faut quand même pas dire que la police et que les services et que la justice font pas leur boulot, parce que le fait même que sa cellule à la prison d'Évreux soit sur écoute, c'est déjà, pour moi, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'on l'avait repéré, ça veut dire qu'il y a des magistrats qui se disaient que cet individu pouvait, à un moment donné, basculer dans autre chose.
malheureusement, ils n'ont pas vu et entendu. Vous pensez qu'on va le retrouver, l'évasion. Frédéric Ploquin? C'est quoi votre intime conviction? Il y a de nombreuses hypothèses. En fait, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune cavale qui se termine bien, pratiquement aucune. Sur je ne sais pas, 300 ou 400 cavales, évasions ces dernières 30 ou 40 années en France, il y en a peut-être un qu'on n'a pas retrouvé, qui est encore recherché, mais on sait où il est. Il est au fin fond de l'Algérie, il se terre, il ne bouge pas, etc. Bon. La plupart des autres ont été retrouvés parce qu'à un moment donné, c'est l'humain, le naturel qui prend le dessus. Je veux dire, vous êtes un fêtard, vous allez faire la fête en boîte de nuit. Vous êtes comme un Ménamras, vous avez soif de pouvoir, de petite puissance, de régler vos comptes, etc. Vous allez attraper un téléphone, et puis à un moment donné, 2 téléphones, et puis 3 téléphones, et puis 10 téléphones, parce qu'il en avait un paquet quand il était... Il n'y a pas de raison qu'il change comme ça du jour au lendemain. Ou bien il se met au fond d'un trou, et là, il se fait oublier, mais ça ne ressemble pas du tout à la personnalité du bonhomme. C'est quelqu'un qui a besoin de faire parler de lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'asseoir son emprise sur les autres, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le roi et d'être servi par les autres. Donc il sera rattrapé. Tout ça, ce sont des failles. Parce que si vous avez besoin qu'on vous serve, ça veut dire que vous avez besoin d'un petit aéropage d'individus. Donc il y a des gens ces individus, faut espérer qu'à un moment donné, il y en a un qui va craquer, qui va balancer, etc. Donc il sera retrouvé pour moi, mais je voudrais dire une chose, il ne sera pas forcément retrouvé vivant. Parce que, si vous voulez, il a aussi derrière lui un certain nombre de... Quand on regarde dans ce que je décris dans cet article, c'est toutes les crasses, entre guillemets, qu'il a faites ces dernières années. Il les a accumulées. Voilà. Il a accumulé beaucoup d'ennemis. Et parmi ces ennemis, il y en a qui sont un peu organisés, qui forment eux-mêmes des gangs. Et il n'y a aucune raison qu'ils ne cherchent pas, eux aussi, à lui régler son compte, mais à exercer une autre sorte de justice, celle des voyous. Oui. Et là, on ne discute pas, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de procès-verbaux. J'entends, mais on le ferait évader. Voilà, on tue 2 agents pénitentiaires juste pour aller le tuer après? Non, je dis pas. Non, attendez, je dis pas. Cette thèse. Non, vous dites pas ça. Non, je dis. Oui, c'est important. Qu'il se soit évadé et qu'il ait réussi cette évasion spectaculaire. Derrière, c'est pas parce que vous êtes évadé que vous allez être protégé. Je veux dire, ni de la police, ni de vos ennemis. Et donc, non, c'est pas. Vous avez raison, c'est pas exactement la même chose. Que donc, à partir de là, vous avez un certain nombre de personnes autour de vous, qui vous cherchent eux aussi. Ils le cherchent aussi pour lui régler son compte. Donc, ça signifie pas qu'on est allé l'enlever ce jour-là au péage. Absolument pas. Ça, c'était une hypothèse initiale, travaillée par la police, parce qu'au départ, il faut mettre son hypothèses. Non, mais la police aussi, parce qu'au départ, il faut mettre toutes les hypothèses sur la table pour ne pas se priver de trouver la vérité. Eric, cette hypothèse. Non, ils l'ont pas encore écarté complètement. C'est Barreau 2 jours avant. Alors, il y a plusieurs choses. Un, le fait de cesser Barreau 2 jours avant une évasion comme ça, c'est très étrange. C'est très étrange, c'est pas un comportement normal. Et 2, l'autre élément aussi que je trouvais troublant, c'est que dans toutes ces écoutes téléphoniques, sur tous ces téléphones écoutés, etc., il parle de tout, il commandit des assassinats, mais il ne parle pas de cette évasion. C'est un deuxième point pour moi qui est un peu curieux, un peu sombre. Comme si, peut-être qu'il n'était pas au courant. On peut aussi imaginer que ses amis lui font un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, je ne sais pas. Allez, ils vont bien le chercher. J'ai une autre question. Et rapidement, Eric, parce quand on voit la avance. minutie avec laquelle a été préparé ces assassinats, ce guet-apens, etc., on ne peut pas écarter du tout des complicités internes, peut-être même. On parlait de corruption, on parlait d'argent de la drogue. Non, Frédéric Ploquin. Oui, enfin, en fait, la seule information dont le chemin parcouru par un convoi pénitentiaire entre le tribunal de Rouen et la prison d'Évreux, c'est toujours le même. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, la question, c'est le timing. Mais c'est pas très compliqué à partir du moment... Il faut juste savoir qu'il y a une extraction ce jour-là. Après, vous planquez devant le tribunal de Rouen, vous mettez 2 voitures pas très loin, et le convoi, vous le voyez passer, puisque c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, malheureusement, c'est siglé. C'est une des choses que demande l'administration pénitentiaire, c'est d'anonymiser ces camions. Pour que ce soit un peu plus discret. Qu'ils soient blindés, là, c'est écrit évidemment. dessus, il y a un convoi qui sort, donc vous donnez le top départ, vous savez à peu près à quelle heure il arrive au péage, et voilà. Merci Frédéric Ploquin. À lire dans Paris Match, les réseaux secrets de la police aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'être venu dans Punchline. Avant de se quitter, on va partir tout de suite place de la République où se déroule une manifestation pro-Palestine.